Il y a des gens qui sont comme de l'eau en bouteille. Ils sont partout, accessibles, disponibles, prêts pour quiconque a un peu soif. Et puis il y a ceux qui sont comme du vin vieilli, rares, coûteux, difficiles à obtenir, et pas pour n'importe quel palais. Si on te perçoit constamment comme le premier, ce n'est pas parce que le monde ne sait pas apprécier. C'est parce que tu te présentes comme quelque chose de facile à remplacer. On te cherche seulement quand ça les arrange. Ils t'écrivent quand ils s'ennuient. Ils t'ont là en attente, comme si tu étais une pièce de rechange émotionnel. Et le plus dur, c'est que même si ça te fait mal, tu continues à le permettre. Mais ça suffit. Parce que la vérité est celle-ci. Si tu ne te vois pas comme quelqu'un de grande valeur, personne d'autre ne le fera. Ce n'est pas un autre discours de faible estime de soi. Cela va au-delà des phrases vides et des conseils de calendrier de motivation. Cela concerne le respect, les limites, la dignité. Apprendre à cesser d'être une option pour commencer à être une norme, un luxe. Parce que tu n'es pas venu dans cette vie pour mendier de l'attention. Tu es venu pour faire une différence, et cette différence commence lorsque tu décides de ne plus jamais te contenter de moins que ce que tu mérites. Dans cette vidéo, nous allons parler de 8 principes stoïciens, pratiques, directs, qui, si tu les appliques sérieusement et fermement, vont te changer. Ils ne vont pas seulement te donner des outils pour que les autres te voient différemment. Ils vont t'aider à te voir comme quelqu'un avec un véritable pouvoir intérieur. Parce que tout commence par toi. Prépare-toi parce que ce n'est pas doux. C'est réel. C'est pour les gens qui en ont assez de vivre à genoux émotionnellement et qui veulent se lever avec force. Nous allons construire du caractère. Nous allons t'apprendre à cesser d'être un bouton d'urgence et à devenir un choix que tout le monde ne peut pas avoir. 1. Tu n'es pas un bouton d'urgence. Tu es comme une lampe de poche rangée dans un tiroir d'une maison. Personne ne pense à toi quand il y a de la lumière. Personne ne se souvient de toi quand tout va bien. Mais dès que l'électricité s'en va, dès que l'obscurité apparaît, on te cherche désespérément. On t'allume, on te presse, et quand tu ne sers plus à rien, on te range à nouveau. Combien de fois vas-tu accepter ce rôle ? Combien de fois vas-tu permettre qu'on te traite comme le plan B émotionnel de quelqu'un qui n'apparaît que lorsqu'il a besoin de réconfort, de compagnie ou de validation ? Tu n'es pas un bouton d'urgence. Tu n'es pas là pour éteindre les feux que quelqu'un d'autre ne sait pas contrôler. Mais tant que tu continues à répondre chaque fois qu'on t'appelle, tant que tu restes disponible même quand on ne te valorise pas, tu continues à alimenter cette dynamique toxique. La disponibilité absolue ne communique qu'une chose, le désespoir. Et quelqu'un de désespéré perd le respect avant même qu'on l'écoute. Le stoïcisme enseigne quelque chose que très peu de personnes appliquent dans leur vie quotidienne. Ton temps, ton attention et ton énergie sont des ressources finies. On ne les donne pas, on les gère. Marc Aurèle disait que nous ne devons pas gaspiller un seul instant sur des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Et l'un de ces choses est le désir des autres. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un t'apprécie, mais tu peux décider si tu te prêtes à être utilisé quand cela leur convient. Et c'est déjà du pouvoir. C'est toi qui décides si tu continues à courir chaque fois que le téléphone sonne, ou si, pour la première fois, tu laisses le monde apprendre à vivre sans ton sauvetage. Parce que parfois le problème n'est pas qu'ils ont besoin de toi, c'est que tu as besoin de te sentir nécessaire. Tu es tellement habitué à être recherché quand tout s'effondre que tu as oublié de construire une vie où tu es recherché par quelqu'un qui apprécie vraiment ta présence, même quand il n'y a pas de drame. Et c'est là que la partie la plus dure commence. Si tu ne te respectes pas, on va t'utiliser. Non pas par méchanceté, mais parce que les gens traitent les autres comme ils se traitent eux-mêmes. Si tu ne sais pas dire non, si tu ne sais pas mettre de la distance, si tu ne sais pas te choisir en premier, personne ne le fera pour toi. Être clair, ferme et sélectif avec tes limites n'est pas de la cruauté, c'est de l'auto-soin. Tu n'es pas là pour être une bouée de sauvetage d'urgence, ni un refuge temporaire, ni un médicament émotionnel. Tu es là pour être un compagnon, une présence forte, constante, avec une direction propre. Et pour cela, tu as besoin de rompre avec l'habitude d'être toujours là. Parce que même si ça te fait mal, quelqu'un qui est toujours disponible perd de la valeur.
et tu as trop de valeur pour continuer à te donner à quelqu'un qui ne sait pas te soutenir, même quand tout est calme. Tu veux arrêter d'être perçu comme une option? Alors arrête de vivre comme une. Apprends à te retirer à temps. Apprends à rester silencieux quand on te cherche par habitude. Apprends à protéger ton énergie comme si c'était de l'or. Parce que c'est le cas. Et chaque fois que tu réponds par impulsion, tu dis par tes actes que tu ne te considères pas important. Le monde n'a pas besoin d'une autre personne prête à sauver ceux qui ne veulent pas se sauver. Il a besoin de plus de personnes qui se respectent suffisamment pour ne pas accepter moins que ce qu'ils offrent. Tu n'es pas là pour éteindre des feux. Tu es là pour construire une vie avec ton propre feu. Et à ce feu, tout le monde ne devrait pas pouvoir s'approcher. 2. Le non est aussi une forme d'amour-propre. Une porte sans serrure cesse d'être une porte. Elle devient une simple ouverture par laquelle n'importe qui peut entrer, rester ou partir à sa guise. C'est ce qui se passe dans ta vie quand tu ne sais pas dire non. Tu deviens une entrée sans contrôle, un accès libre à ton temps, ta paix et ta dignité. Tout le monde entre, tout le monde donne son avis, tout le monde se sert. Et toi, tu te retrouves à ramasser les morceaux de ton énergie après chaque visite. Dire non n'est pas un rejet, c'est une protection. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'ordre interne. Chaque fois que tu dis non à quelque chose qui ne te convient pas, tu dis oui à ta paix, à ton temps, à ton chemin. Mais on nous a appris que dire non est impoli, que poser des limites est perdre de l'affection, que fermer la porte est être une mauvaise personne. Et non. Ce qui est vraiment cruel, c'est de se laisser consumer par peur de déranger. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne peux pas contrôler le désir ni les attentes des autres, tu ne peux contrôler que ta réponse. Épictète disait que la clé est de distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Ton oui et ton non dépendent de toi. Et chaque fois que tu donnes un oui forcé, tu trahis ta liberté. As-tu remarqué combien de fois tu cèdes sous la pression, par culpabilité, par peur de perdre quelqu'un? Et combien de fois tu as regretté par la suite, te sentant utilisé, frustré, chargé? Ce n'est pas de la générosité, c'est de l'auto-abandon. Être une bonne personne ne signifie pas être un paillasson émotionnel. Dire oui à tout est le moyen le plus rapide de disparaître de la vie des autres. Quand tu apprends à dire non, quelque chose change. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu ressens du respect, de la fermeté, de la cohérence. Tu deviens quelqu'un qui se prend au sérieux. Et alors, les autres commencent à le remarquer. Tu cesses d'être celui qui est toujours là et tu deviens celui qui se fait respecter. Et cela, même si cela ne plaît pas à tout le monde, crée une présence qui ne s'oublie pas. Bien sûr, ça fait mal au début. Tu vas déranger. Tu vas perdre des places, des personnes, des invitations. Mais tu vas aussi gagner de l'espace, de la clarté et des relations qui te respectent pour ce que tu es, pas pour ce que tu donnes sans questionner. Le non est un tamis, un test silencieux qui sépare ceux qui t'aiment par commodité de ceux qui te valorisent par conviction. Commence par les petites choses. Dis non quand quelque chose te retire la paix. Dis non quand tes limites sont franchies. Dis non quand tu ne veux pas t'expliquer plus que nécessaire. Tu n'as pas besoin de justifier ta décision par de longs discours. Un non clair, direct et ferme a plus de pouvoir que 1000 excuses que personne n'a demandées. Parce que celui qui est dérangé par tes limites avait déjà prévu de les franchir. Tu n'as pas à être toujours disponible. Tu n'as pas à plaire à tout le monde. Tu n'es pas ici pour t'adapter à tout ce que l'environnement exige. Tu es ici pour construire une vie avec un but, et ce but commence à naître le jour où tu comprends que te protéger est aussi une façon de t'aimer. Ce n'est pas ton travail de soutenir le monde entier pendant que tu t'effondres. Quand tu apprends à dire non, tu cesses d'être une option confortable et tu commences à être une présence qui se respecte. Parce que le véritable luxe n'est pas quelqu'un qui dit oui à tout. Le véritable luxe est quelqu'un qui sait à quoi ne pas céder et qui le fait sans peur. 3. Si on ne te respecte pas, ne reste pas. Un trône ne perd pas de valeur parce que quelqu'un l'utilise mal. Le problème n'est pas le trône,
C'est celui qui s'assoit dessus sans savoir ce que cela signifie d'y être. Tu es ce trône. Mais si tu permets à n'importe qui de monter avec les pieds sales, tu ne peux pas ensuite te plaindre de la façon dont on te traite. Le respect ne se réclame pas avec des mots. Il s'impose par la présence, par les décisions, par ce que tu es prêt à permettre et ce que tu ne l'es pas. Chaque fois que tu restes dans un endroit où on te minimise, tu envoies un message clair. C'est ce que tu crois mériter. Et aussi douloureux que cela puisse être, la réalité est simple. Le traitement que tu acceptes devient la norme que les autres utiliseront avec toi. Peu importe combien d'amour tu ressens, peu importe combien tu as peur de perdre, s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de base, il n'y a rien. Ce qui suit n'est que de l'usure, des doutes, de la fatigue. Le stoïcisme ne te demande pas de supporter l'insupportable, il te demande d'avoir la clarté pour voir ce qui est inacceptable et la force pour agir en conséquence. Sénèque le disait sans détour, la vie est trop courte pour la vivre en conflit avec soi-même. Et rien ne génère plus de conflit que de rester là où tu sais qu'on ne te valorise pas, en prétendant que tout va bien alors qu'à l'intérieur tu t'éteins petit à petit. Il y a ceux qui ne te crient pas dessus, qui ne t'humilient pas, qui ne t'agressent pas, mais qui t'ignorent, qui te font te sentir remplaçable, invisible. Et cela aussi, c'est un manque de respect. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'ils te disent, mais de ce qu'ils omettent, de ce qu'ils ne reconnaissent jamais, de ce qu'ils te font ressentir avec leur indifférence constante. Et si tu t'habitues à cela, chaque jour tu vaux un peu moins, mais pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu as commencé à l'oublier. Partir de là fait mal. Je ne vais pas te mentir. S'éloigner de ce qui est familier, même si c'est toxique, crée un vide. Mais ce vide n'est pas une punition, c'est de l'espace. De l'espace pour du nouveau, pour du sain, pour ce qui te respecte. Tant que tu continues à habiter des lieux qui te brisent, tu n'auras pas de place pour construire ce que tu mérites. Et non, tu n'as pas besoin que tout le monde te respecte. Tu as juste besoin de te respecter assez pour partir quand ce respect n'existe pas. Quand tu restes par peur, par habitude, par confort émotionnel, ce que tu fais, c'est enterrer ta valeur sous des excuses. Mais quand tu décides de partir, quand tu dis « jusqu'ici », quelque chose change. Pas seulement à l'extérieur, ça change à l'intérieur. Tu commences à marcher avec plus de fermeté, à parler avec plus de clarté, à vivre avec plus de dignité. Parce que tu n'attends plus que les autres te donnent une place, maintenant c'est toi qui l'occupes. Et ça se voit. Les gens le ressentent. Tu n'es plus quelqu'un qui accepte n'importe quel traitement pour ne pas rester seul. Tu es quelqu'un qui inspire le respect rien que par la façon dont tu te déplaces dans le monde. Parce que celui qui se respecte impose, et celui qui impose ne supplie pas. Il reste seulement là où il y a de la réciprocité, là où il y a de la valeur, là où il y a de la vérité. Tu n'es pas ici pour mendier des miettes émotionnelles. Tu n'es pas ici pour supporter des mépris déguisés en « c'est comme ça que je suis ». Tu es ici pour t'entourer de personnes qui voient ta valeur sans que tu aies à la crier. Et si elles ne la voient pas, n'explique pas, ne discute pas, n'insiste pas, retire-toi. Parce que celui qui se respecte sait que tout le monde ne mérite pas sa présence et a le courage de partir sans se retourner. 4. Ne deviens pas ta propre usure. Une bougie ne s'éteint pas à cause du vent, elle s'éteint lorsqu'elle se consume elle-même. Tu peux faire face à la tempête la plus intense et rester debout, mais si chaque jour tu permets que quelque chose en toi s'use sans relâche, tu finiras par fondre sans que personne d'autre ait besoin de te renverser. La vérité est que souvent, ce ne sont pas les autres qui nous détruisent, c'est nous. Avec nos doutes, notre manque de limites, notre incapacité à nous arrêter et à dire « assez ». Tu te demandes plus que ce que tu as. Tu donnes plus que ce que tu reçois. Tu essaies de tout soutenir, même si tu te décomposes à l'intérieur. Et puis, tu te demandes pourquoi personne ne prend soin de toi, pourquoi personne ne te priorise, pourquoi tout le monde pense que tu peux tout faire. Peut-être est-ce parce que tu leur as appris que tu n'as besoin de rien, que tu peux toujours, que tu es toujours là, même si tu te vides. Le stoïcisme ne consiste pas à tout supporter. Il s'agit de savoir quand dire « ceci ne me sert pas »,
Ceci me tue de l'intérieur et d'agir en conséquence. Marc Aurèle a écrit que l'âme se contamine lorsqu'elle vit en contradiction avec sa nature, et ta nature n'est pas faite pour des sacrifices sans sens, pour des routines qui t'épuisent, pour des relations qui te pressent. Tu es ici pour agir avec raison, avec un but et avec équilibre. Mais si chaque jour tu franchis toi-même tes limites, si tu permets toi-même que l'on te manque de respect, alors le problème n'est pas à l'extérieur. Le plus dangereux n'est pas l'environnement. C'est la voix dans ta tête qui te répète que ce n'est pas si grave, que tu te reposes demain, que tout ira mieux bientôt. Cette voix qui minimise ta douleur, qui justifie ton abandon, qui normalise le fait de vivre sur le fil du rasoir. Cette voix se déguise en force, mais c'est de la peur. Peur de s'arrêter, peur d'exiger, peur de reconnaître que tu as besoin de changer de direction. Et si tu continues à l'écouter, tu finiras par te perdre dans une vie qui ne ressemble en rien à ce dont tu as rêvé. Tu ne peux pas être le premier à te marcher dessus. Tu ne peux pas être celui qui se sabote à chaque fois qu'il veut avancer. Tu ne peux pas être celui qui se met des bâtons dans les roues, qui se force à rester dans des endroits qui t'épuisent, qui ne se donne pas la permission de respirer. Parce que si tu ne te protèges pas de toi-même, personne ne le fera. Tu n'es pas ici pour rendre des comptes à tout le monde, sauf à toi. Tu es ici pour prendre soin de toi, avec la même force que tu as voulu prendre soin du monde. Regarde honnêtement où tu en es, comment tu te parles, comment tu te traites. Demande-toi si ce que tu fais chaque jour te construit ou te consume. Et si tu découvres que tu es celui qui se fait le plus de mal, ne te blâme pas, mais prends tes responsabilités. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Et une fois que tu le vois, tu ne peux plus détourner le regard. Commence à te mettre sur la liste, commence à t'écouter, commence à te donner des pauses, à dire non sans culpabilité, à te reposer sans avoir l'impression d'échouer. Parce que la véritable usure ne vient pas de faire trop, elle vient de ne rien te donner. Et tu mérites plus que de vivre en pilote automatique, en attendant que quelque chose change pendant que tu t'éteins en silence. Ton énergie est limitée. Ton esprit, ton corps, ton âme, tout a une limite. Et quand tu es celui qui ignore cette limite, tu finis par être vide, confus, épuisé. N'attends pas d'atteindre le fond pour réagir. Tu n'as pas besoin de te briser complètement pour comprendre que tu mérites la paix. Commence aujourd'hui à prendre soin de toi comme si tu étais la chose la plus précieuse que tu possèdes, parce que tu l'es. 5. Le silence est ton armure. Un couteau ne coupe pas plus fort à cause du bruit qu'il fait, il coupe à cause du tranchant qu'il conserve. Il en va de même pour ta présence. Elle n'a pas besoin de crier pour s'imposer, elle n'a pas besoin de s'expliquer pour avoir du poids. Dans un monde où tout le monde veut parler plus fort, montrer plus, répondre plus vite, celui qui maîtrise le silence a le contrôle. Car celui qui sait se taire, sait observer. Et celui qui observe voit ce que les autres ignorent. Le silence est plus qu'une absence de mots, c'est une déclaration de pouvoir. Nous vivons à une époque où la valeur est confondue avec le bruit. On pense que celui qui parle le plus est celui qui sait le plus, que celui qui répond instantanément est celui qui a du caractère, que celui qui a une opinion sur tout a de l'autorité. Mais ce n'est que de l'ego, à la recherche de validation. Le stoïcisme t'apprend que tu n'es pas obligé de réagir à tout. Épictète le disait clairement, quand quelqu'un t'offense, tu ne réagis pas à ses paroles, tu réagis à ton interprétation d'elles. Et si tu as la discipline de ne pas réagir, alors tu as déjà gagné. Tu ne peux pas imaginer le respect qui se génère lorsque tu choisis le silence. Non par peur, non par faiblesse, mais par conscience. Parce que tu comprends que tout ne mérite pas ton énergie, tout ne mérite pas une réponse, tout n'a pas besoin d'être corrigé. Le silence n'est pas soumission, c'est intelligence émotionnelle. C'est la preuve que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que tu l'as déjà clair en toi. On te provoque, tu restes silencieux. On te sous-estime, tu laisses passer. On veut t'entraîner dans le même jeu que d'habitude, tu n'entres pas. Et tu ne le fais pas par orgueil, tu le fais par respect pour toi-même. Parce que tu sais que là où il y a du bruit inutile, il y a une perte de concentration. Et tu es à un autre niveau. Tu construis quelque chose de plus grand que ton besoin d'avoir le dernier mot.
Quand tu réponds par impulsion, tu donnes du pouvoir, tu donnes de l'information, tu ouvres une porte pour que l'autre s'immisce là où il ne devrait pas. Mais quand tu te tais, tu désarmes. Et cela, même si ce n'est pas toujours visible immédiatement, laisse une trace. Parce que le silence parle, crie même, quand tu sais l'utiliser avec intention. Tu n'as pas à justifier chaque décision, tu n'as pas à expliquer chaque pas, tu n'as pas à corriger chaque commentaire. Apprendre à ne pas réagir est une façon de protéger ta paix et d'élever ton standard. La plupart des gens parlent parce qu'ils ont peur de ne pas être vus, de ne pas être validés, de ne pas avoir raison. Mais tu n'es pas dans cette bataille, tu n'as pas besoin de prouver qui tu es à chaque conversation. Tu le démontres dans ta façon de vivre, dans ta discipline, dans ta cohérence. Et cela a un poids qu'aucun discours ne peut égaler. Le silence, utilisé avec sagesse, est bouclier et épée. Il te protège du drame et coupe les chaînes de l'ego. De plus, celui qui sait se taire sait aussi écouter. Et cela te donne un avantage, parce que pendant que les autres se perdent dans le bruit, tu comprends le fond. Tu vois les intentions, tu captes les faiblesses, tu prends de meilleures décisions, tu te positionnes, parce que le silence te donne de la perspective, et la perspective te donne du pouvoir. Ne te rabaisse pas au niveau de celui qui cherche la bagarre. Ne nourris pas les discussions inutiles, ne réponds pas à chaque provocation. Apprends à choisir tes batailles. Apprends à garder le silence quand tout en toi crie pour parler. C'est là que se mesure ta force. Parce que n'importe qui peut réagir, mais seul celui qui a un véritable contrôle interne peut garder le silence et rester ferme. Ta valeur ne se crie pas, elle se respire. Et si tu sais être silencieux, tu sauras être en contrôle. Souviens-toi, celui qui maîtrise le silence maîtrise le jeu. 6. Sois un voyage, pas une vitrine. Une vitrine brille, attire l'attention, se montre parfaite mais statique. Elle ne change pas, ne bouge pas, n'a pas de profondeur. Elle est juste là, attendant que quelqu'un décide si elle vaut la peine ou non. En revanche, un voyage ne se montre pas, il se vit. Un voyage transforme, défie, enseigne. Et tu décides dans lequel des deux tu te transformes. Parce que si tu te comportes comme une vitrine, si tu te concentres seulement sur le fait d'être vu, de plaire, de t'intégrer, alors tu arrêtes de grandir pour devenir une image décorative qui a besoin de l'approbation des autres pour se sentir précieuse. Beaucoup vivent ainsi, désespérés d'attention, de validation constante, d'être reconnus sans se soucier de ce qui se cache réellement derrière. Ils publient, s'exhibent, rivalisent, se comparent, et chaque fois qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils espéraient, ils s'effondrent, parce que leur valeur n'est pas construite de l'intérieur, mais de ce qu'ils parviennent à provoquer à l'extérieur. Mais le problème de vivre pour impressionner est que tu ne seras jamais assez. Il y a toujours quelqu'un qui brille plus, qui parle plus, qui semble avoir plus. Et si ta valeur dépend de cela, tu es condamné à te sentir inférieur tout le temps. Le stoïcisme ne cherche pas à ce que tu sois admiré, il cherche à ce que tu sois solide. Sénèque disait que la vraie grandeur n'a pas besoin de spectateurs. La vraie valeur se construit en silence, en cohérence, dans la façon dont tu affrontes tes jours quand personne ne te regarde. Si tu te concentres sur la construction de toi-même de l'intérieur, ta présence aura un poids qui n'a pas besoin de décoration. Mais si tu te concentres seulement sur la surface, tu finiras vide, épuisé, perdu dans le besoin constant d'être approuvé. Un voyage a des moments hauts et bas, il a des obstacles, des leçons, des découvertes. C'est ainsi que doit être ta vie. Quelque chose qui défie, qui inspire, qui laisse une trace. Et pour cela, tu dois arrêter de t'inquiéter de plaire et commencer à te préoccuper de grandir. Parce que quand tu grandis vraiment, sans filtre, sans besoin d'applaudissements, alors tu deviens quelqu'un qui non seulement a l'air bien, mais qui se sent bien de l'intérieur. Quelqu'un qui transmet la vérité, pas une image éditée pour s'intégrer. Beaucoup de gens s'approchent à cause de l'image, mais ne restent que pour l'essence. Et si tout ce que tu offres est une apparence, ils partiront bientôt lorsqu'ils verront qu'il n'y a rien de plus.
Mais si tu es un voyage, si tu as de la profondeur, une histoire, une évolution, alors tout le monde n'osera pas rester. Mais celui qui le fera parce qu'il reconnaît ce que tu vaux vraiment. Non pas pour ce que tu montres, mais pour ce que tu es. Tu n'es pas ici pour être une vitrine attendant de l'attention. Tu es ici pour bouger, pour grandir, pour inspirer à partir de ton authenticité. Et cela implique d'arrêter de te comparer, d'arrêter de mesurer ton succès parce que les autres voient, d'arrêter de t'inquiéter de ce que tu ne peux pas contrôler. Tu dois commencer à te construire comme quelqu'un qui se respecte, qui se défie, qui s'exige, qui avance sans besoin d'être vu. Parce que tôt ou tard, celui qui se concentre sur la profondeur finit par briller sans effort. Non pas parce qu'il le cherche, mais parce qu'il est devenu quelqu'un d'impossible à ignorer. La plupart veulent être choisis pour leur apparence. Mais tu dois être choisi pour ce que tu représentes, pour ce que tu provoques, pour le type d'énergie que tu portes avec toi. Non pas comme un objet d'exposition, mais comme une expérience qui marque, qui transforme, qui laisse une trace. Sois un voyage, et tu verras comment tout change. 7. Tu n'es pas venu pour t'excuser d'être toi. Un lion ne s'excuse pas de rugir, ni ne se recroqueville lorsque les autres se sentent intimidés par sa force. Il est simplement. Il marche avec assurance, parle avec présence. Et si quelqu'un se sent mal à l'aise avec cela, il ne change pas sa nature pour plaire. Tu devrais apprendre la même chose. Parce que chaque fois que tu t'excuses d'être qui tu es, de dire ce que tu penses, de marcher avec assurance, ce que tu fais, c'est te diminuer pour que les autres se sentent à l'aise avec ton existence. Et c'est te trahir. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à nous intégrer, à adoucir notre voix, à nous adapter aux attentes des autres. On nous répète qu'il vaut mieux être apprécié que d'être ferme, qu'il est plus important de plaire que d'être authentique. Et sans nous en rendre compte, nous commençons à nous excuser pour tout, pour être intense, pour vouloir plus, pour ne pas suivre le courant, pour choisir différemment. Mais quand tu vis ainsi, tu finis par perdre ton identité en échange d'une acceptation fragile qui disparaît dès que tu cesses de répondre aux attentes des autres. Le stoïcisme ne consiste pas à imposer, mais à persister. Rester ferme dans qui tu es, sans besoin de te parer ou de te cacher. Marc Aurèle disait que la plus grande victoire est de te gouverner toi-même, et cela inclut de cesser de t'excuser pour ton essence. Tu n'es pas venu dans ce monde pour plaire à tout le monde, tu es venu pour découvrir qui tu es et marcher avec force, même quand les autres ne comprennent pas. Chaque fois que tu t'excuses d'être toi, de penser différemment, d'avoir des convictions fortes, de ne pas accepter ce qui ne te convient pas, tu dis qu'il y a quelque chose de mal en toi. Et non, il n'est pas mal d'être direct, d'avoir du caractère, de fixer des limites, de défendre ce en quoi tu crois. Ce qui est mal, c'est de te taire par peur, de te cacher par insécurité, de devenir une version diluée juste pour ne pas déranger. La vérité est que tout le monde ne va pas t'accepter. Certains vont te rejeter, d'autres vont te critiquer, d'autres vont simplement s'éloigner. Mais ce n'est pas un signe pour changer, c'est un signe que tu marches dans ta propre direction, et tout le monde n'a pas à te suivre. Celui qui reste à tes côtés le fera pour qui tu es, pas pour qui tu prétends être. Apprends à te sentir à l'aise en étant inconfortable pour les autres, parce que lorsque tu es authentique, tu vas inévitablement secouer le superficiel. Et c'est nécessaire, parce que tu n'es pas ici pour passer inaperçu, tu es ici pour être réel, pour être libre, pour vivre à partir d'un endroit qui ne négocie pas avec la peur ni avec le besoin d'approbation. Tu n'as pas à justifier chaque décision, ni à expliquer chaque émotion, ni à demander la permission d'exister avec force. Si tu dois commencer à pratiquer quelque chose dès aujourd'hui, c'est de marcher la tête haute, même quand personne n'applaudit. Parce que ta valeur n'a pas besoin de validation externe. Elle se soutient seule quand elle est bien ancrée de l'intérieur. Commence à observer combien de fois par jour tu te recroquevilles, tu te tais, tu t'ajustes juste pour maintenir la paix.
et demande-toi si cette paix est réelle ou juste une forme silencieuse d'auto-abandon. Parce que chaque fois que tu t'éteins à l'intérieur pour ne pas déranger à l'extérieur, tu cèdes du terrain dans ton propre monde. Arrête de t'excuser d'être intense, d'avoir de grands objectifs, de ne pas te contenter de ce qui semble suffisant aux autres. Tu n'es pas venu pour t'adapter à des moules brisés, tu es venu pour créer le tien. Et celui qui ne peut pas l'accepter, qu'il se mette de côté. Parce que tu n'es pas là pour mendier l'acceptation, tu es là pour marcher avec dignité. 8. Tu n'as pas besoin de briller pour être vu. Une montagne ne crie pas pour être remarquée. Elle n'a pas besoin de lumière, ni d'applaudissements, ni d'ornements. Elle est là, solide, immense, imposante. Et c'est pour cela qu'elle est respectée, parce que sa seule présence suffit. Elle ne bouge pas pour attirer l'attention. Elle ne se réduit pas pour plaire. Elle ne change pas selon les caprices de celui qui la regarde. Tu dois apprendre à vivre avec cette même force silencieuse. Parce que tu n'as pas besoin de briller tout le temps pour être vu, tu as juste besoin d'être vrai. Aujourd'hui, il semble que si tu ne brilles pas, tu n'existes pas. Que si tu ne te montres pas tout le temps, si tu ne te distingues pas, si tu ne fais pas de bruit, alors tu n'as pas de valeur. Mais la vraie valeur ne se mesure pas à l'impact que tu as sur les autres, mais à la cohérence qui existe en toi. Et cela ne se crie pas. Cela se ressent. Le problème est que beaucoup vivent comme des projecteurs. Ils s'allument pour être remarqués, mais à l'intérieur, ils sont vides. Et quand l'attention extérieure s'éteint, ils s'éteignent aussi. Le stoïcisme ne cherche pas à te rendre invisible, mais à te faire cesser de dépendre de la reconnaissance. Sénèque disait que celui qui cherche constamment l'approbation du public ne sera jamais libre, parce que ta paix, ta direction et ton estime de soi sont entre les mains des autres. Et ce n'est pas du pouvoir, c'est de l'esclavage émotionnel. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de faire des choses pour être vu et tu commences à les faire parce qu'elles reflètent ce que tu es vraiment. Et c'est là que ta valeur commence à se faire remarquer sans que tu aies besoin de la signaler. Tu n'es pas obligé de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'avoir la vie parfaite, le corps parfait, les mots justes, ni la réussite constante pour mériter le respect. Ce dont tu as besoin, c'est d'être constant avec toi-même, d'avoir une clarté sur ce que tu veux et d'agir en conséquence. Et même si tu n'attires pas toujours l'attention, tu vas commencer à attirer ce qui est vraiment en accord avec toi. Parce que ce qui est authentique ne brille pas toujours au début, mais il reste. Briller peut être un piège. Cela peut devenir un masque qui te demande d'être bien tout le temps, de sourire même si tu ne peux pas, de performer même si tu es épuisé. Et cela t'éloigne de toi, cela te transforme en un personnage conçu pour plaire aux autres. Mais tu n'es pas ici pour représenter quoi que ce soit. Tu es ici pour vivre à partir de ce que tu es, pour parler clairement, pour agir fermement, pour marcher sans avoir besoin d'impressionner. Il y a des personnes qui ne font pas de bruit, mais qui changent l'atmosphère quand elles arrivent, qui ne cherchent pas l'attention, mais qui l'attirent par leur façon de vivre, qui ne se parent pas, mais qui ont une force qui s'impose. Et cette force vient de l'intérieur. Elle vient du fait de s'être confronté à soi-même, de s'être construit sans dépendre des applaudissements, d'avoir choisi le respect de soi sur la validation externe. Tu peux être une de ces personnes. Mais pour cela, tu dois arrêter de mesurer ta valeur par la façon dont on te regarde. Tu dois accepter que tu ne vas pas toujours briller, que tu ne seras pas toujours le centre, que tout le monde ne te comprendra pas. Et malgré tout, tu dois rester ferme. Parce que ta valeur n'est pas dans le reflet, elle est dans la racine. Et cette racine se cultive dans la solitude, dans le travail silencieux, dans la fidélité à toi-même. Tu n'as pas besoin d'éblouir personne. Tu as juste besoin d'être quelqu'un qui ne tombe pas quand il n'y a pas de lumière. Parce que celui qui sait qui il est ne dépend pas de la scène pour se montrer. Et quand tu as cela, le monde te voit. Non pas pour ce que tu montres, mais pour ce que tu es. Et ce que tu es, quand c'est vrai, brille déjà de lui-même. Il y a des moments où la vie ressemble à être coincée dans une pièce sans air. Peu importe combien tu bouges, rien ne change. Tu te regardes dans le miroir et tu sais que quelque chose ne va pas. Tu ne le dis pas à voix haute, mais tu le sens chaque jour. Tu survis.
tu ne vis pas. Et cela fait plus mal que tu ne le reconnais. Tu te lèves avec un poids sur la poitrine, tu suis des routines vides, tu réponds aux attentes des autres et tu te tais. Parce que tu as appris à ne pas faire de bruit, à sourire, même si tu es en train de tomber en morceaux à l'intérieur. Tu t'es habitué au désordre mental, aux pensées qui te sabotent, à la culpabilité, à la peur, à cette voix intérieure qui répète que tu n'es pas assez. Et le pire, c'est que tu as commencé à y croire. Mais écoute-moi bien, rien ne change là-bas si quelque chose ne se transforme pas ici à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait. Il ne viendra pas. Il ne s'agit pas de motivation bon marché, ni de répéter des phrases vides comme si tu lançais des pierres dans l'océan en espérant qu'elles reviennent. Il s'agit de maîtriser ton monde intérieur, d'apprendre à être avec toi sans fuir, de regarder en face tes ombres et d'arrêter de les maquiller avec des excuses. Cette vidéo n'est pas une collection de jolies phrases, c'est un appel à se réveiller, à se reconstruire depuis le centre, à arrêter de demander la permission de vivre avec force. Nous allons parler d'outils qui peuvent te sortir de cet état d'engourdissement émotionnel et te redonner le contrôle. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est réel. Nous allons nous appuyer sur la philosophie stoïcienne, non pas comme une mode, mais comme une boussole pour te maintenir stable lorsque tout le reste vacille. Nous allons ajouter ce que la neuroscience dit sur comment ton cerveau peut devenir ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Et nous allons utiliser des ressources de la psychologie cognitive pour reprogrammer les idées qui te tirent vers le bas. C'est un chemin pour ceux qui sont prêts à affronter leur propre chaos, à l'utiliser comme carburant, à prendre les rênes même si le corps tremble. Si tu cherches le confort, ce n'est pas ta place. Mais si quelque chose en toi crie que c'est assez, que tu ne peux plus ignorer ta vérité, alors reste. Parce que c'est ici que commence la guerre la plus importante de ta vie, celle qui se livre en toi. 1. Danse avec le dragon, ne lui tourne pas le dos. Imagine qu'un dragon vit en toi. Ce n'est pas une créature mythique de conte pour enfants, mais une force réelle, brute, sombre, qui se nourrit de tes peurs, de tes traumatismes, de tes colères contenues, de tes insécurités, de tes blessures mal cicatrisées. Peu importe combien tu essaies de le cacher, il est toujours là. Tu le sens quand tu doutes de toi-même, quand tu exploses sans raison, quand tu te sabotes juste avant d'accomplir quelque chose d'important, quand tu te sens coupable pour des choses qui sont déjà passées. L'erreur que presque tout le monde fait est d'essayer de l'ignorer, de l'enfermer, de le nier. Mais ce que tu nies te domine. Ce que tu affrontes te transforme. Le stoïcisme ne te dit pas de tuer le dragon. Il te dit d'apprendre à vivre avec lui, de le regarder dans les yeux, de comprendre ce qu'il te montre. Parce que ce dragon n'est pas apparu par hasard. Il est le reflet de tes batailles internes non résolues. Il est le reflet de ton ombre, cette partie de toi que la société t'a appris à cacher parce qu'elle ne correspond pas à l'image de perfection attendue. Mais tu ne peux pas être fort si tu nies ton obscurité. Tu ne peux pas avancer si tu fuis toi-même chaque fois que quelque chose te dérange. Danser avec le dragon signifie oser entrer dans le feu sans vouloir l'éteindre. C'est apprendre à reconnaître tes pensées sombres sans te laisser emporter par elles. C'est voir ta colère, ton envie, ta tristesse et décider ce que tu fais avec. Il ne s'agit pas de te laisser consumer, mais de prendre le contrôle du volant. Parce que si tu ne le fais pas, le dragon le fera. Et quand cela arrive, tu deviens quelqu'un qui réagit au lieu d'agir, quelqu'un qui vit en automatique, qui blesse ou se blesse sans comprendre pourquoi. De la neuroscience, nous savons que le cerveau réagit plus intensément aux émotions négatives parce que sa fonction première est de te protéger. C'est pourquoi la peur, la culpabilité ou l'anxiété ont tant de pouvoir. Mais nous savons aussi que tu peux rééduquer ton cerveau. Tu peux apprendre à ton esprit que tout ce qui est inconfortable n'est pas dangereux. Tu peux t'exposer consciemment au malaise et peu à peu désactiver les fausses alarmes. C'est la danse.
Tu t'approches, tu écoutes, tu reconnais ce que tu ressens sans le juger, puis tu décides d'agir en fonction de tes valeurs, pas de tes impulsions. La psychologie cognitive le confirme. La première étape pour te libérer des pensées qui te dominent est de les identifier. Leur donner un nom, leur donner une forme. Non pas comme des ennemis, mais comme des signaux. Parce que ce que tu ressens ne te définit pas, mais t'informe. Et si tu apprends à lire ces messages internes, tu peux changer la narration que tu te répètes depuis des années. Celle qui dit que tu n'es pas assez, que tu vas toujours échouer, que tu ne peux faire confiance à personne. Cette voix n'est pas toi. C'est l'écho d'expériences passées qui n'ont plus à diriger ta vie. Donc oui, il y a un dragon en toi. Et plus tu le nies, plus il grandit. Mais si tu oses t'approcher, le voir sans déguisement, bouger avec lui au lieu de fuir, tu commenceras à comprendre qu'il n'est pas ton ennemi. C'est ton feu intérieur mal dirigé. Et si tu réussis à le dompter, si tu apprends à danser avec lui, il cessera de te brûler de l'intérieur et commencera à te pousser en avant. Parce que le véritable pouvoir n'est pas de vaincre le dragon, mais de le faire partie de ta force. 2. Sois intègre, même dans l'obscurité. L'intégrité est comme une bougie allumée au milieu d'une grotte. Elle n'éclaire pas tout autour de toi, mais elle éclaire suffisamment pour que tu ne te perdes pas. Plus tu vas profondément en toi, plus le chemin devient sombre. Et là, quand personne ne te voit, quand il n'y a ni applaudissements ni reconnaissance, quand tu es seul avec toi-même, c'est là que tu es vraiment mis à l'épreuve. Parce qu'être droit en public est facile. Il suffit de soigner son image, de feindre la confiance et de dire la bonne chose. Mais maintenir la cohérence quand personne ne regarde, quand tu pourrais prendre des raccourcis, mentir ou te trahir et t'en sortir impunément, c'est une autre histoire. La plupart des gens vivent en quête de validation externe. Ils s'efforcent de paraître corrects, mais à l'intérieur c'est le chaos. Ils prétendent avoir des principes, mais les abandonnent dès qu'ils ressentent de la pression. Ils changent de valeur comme on change de vêtements selon ce qui convient. Mais l'intégrité ne se construit pas avec des discours, elle se construit avec des décisions, avec des actes silencieux que personne n'applaudit, avec de petites loyautés que toi seul connais. C'est avoir le courage de rester toi-même, même si c'est plus facile de te trahir. La philosophie stoïcienne parle beaucoup de cela. Épictète disait que ce n'est pas ce que disent les autres qui compte, mais ce que tu sais de toi, que ton caractère ne doit pas dépendre des circonstances. Tu peux être entouré d'ombre, mais si ton feu intérieur reste allumé, tu ne perdras pas le cap. La vraie liberté est d'agir selon tes principes, non selon ce que l'environnement dicte. Parce que si tu n'es pas maître de ton comportement dans l'obscurité, tu ne le seras pas non plus lorsque la lumière brillera. Du point de vue des neurosciences, nous savons que le cerveau recherche des récompenses immédiates. Il va toujours opter pour ce qui est facile, rapide, confortable. C'est pourquoi il est si facile de se justifier, de tricher, de se mentir à soi-même. Mais nous savons aussi que l'autocontrôle s'entraîne. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste, même si personne ne le remarque, tu renforces des connexions neuronales qui te rendent plus fort. Tu entraînes ton caractère, pas seulement ton comportement. La psychologie cognitive explique que les personnes qui vivent en cohérence avec elles-mêmes ont des niveaux de bien-être plus élevés et moins d'anxiété. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas à porter de masque. Elles n'ont pas à se souvenir de mensonges, ni à maintenir des apparences. L'intégrité soulage l'âme. Elle te permet de dormir en paix. Elle te donne une force silencieuse qui n'a pas besoin de se démontrer parce qu'elle se ressent. C'est la tranquillité de savoir que tu n'as pas vendu ton essence en échange d'une acceptation temporaire. Être intègre dans l'obscurité signifie dire la vérité quand tu pourrais mentir, travailler avec discipline même si personne ne le remarque, tenir ta parole même si ce n'est plus pratique, et surtout agir selon tes valeurs même si cela te coûte. Et oui, souvent, cela te coûtera. Tu peux perdre des opportunités, ne pas t'intégrer, être traité de naïf. Mais c'est le prix à payer pour être quelqu'un d'honorable. Et celui qui a de l'honneur a du pouvoir. Pas le pouvoir de manipuler, mais celui de rester ferme quand tout autour vacille. Alors demande-toi, qui es-tu quand personne ne regarde?
Agis-tu de la même manière quand tu es seul que quand tu es devant les autres? Tes actions reflètent-elles tes valeurs ou seulement tes intérêts momentanés? Parce qu'au final, ce qui construit ton destin n'est pas ce que tu dis que tu es, mais ce que tu décides d'être quand personne d'autre ne peut te juger. Et là, dans cette obscurité, soit tu es fidèle à toi-même, soit tu te perds. 3. Cherche des miroirs qui te défient, pas des applaudissements qui t'endorment. Vivre entouré d'applaudissements, c'est comme être dans une salle aux miroirs embuée. Tout semble confortable, tout sonne bien, mais tu ne peux pas te voir clairement. C'est un environnement où rien ne te dérange, où personne ne te remet en question, où ton ego flotte joyeusement, en pensant qu'il est déjà arrivé quelque part. Mais cette sensation est dangereuse, car si tu restes trop longtemps dans cet espace, tu oublies de grandir, tu t'anesthésies, tu deviens accro à l'approbation des autres et dépendant des tapes dans le dos, même si tu te sens vide à l'intérieur. En revanche, il y a des personnes qui fonctionnent comme des miroirs. Ils ne te disent pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Ils ne te louent pas pour avoir fait le minimum, ils te poussent à dépasser tes limites. Parfois, ils sont inconfortables, voire dérangeants. Non pas parce qu'ils veulent te détruire, mais parce qu'ils te montrent des parties de toi que tu ne veux pas encore voir. Et c'est justement là, dans cet inconfort, que le véritable changement commence. La philosophie stoïcienne insiste sur la nécessité de s'entourer de personnes vertueuses, qui vivent avec discipline, qui ne se laissent pas emporter par le superficiel. Sénèque l'expliquait clairement. Si tu ne te mêles qu'à ceux qui célèbrent tes erreurs ou justifient tes excuses, tu vas droit vers la médiocrité. Mais si tu te rapproches de ceux qui ont des standards élevés, tôt ou tard, tu élèveras les tiens. Parce que le caractère est contagieux, aussi bien en bien qu'en mal. Et si tu veux grandir, tu as besoin d'être près de ceux qui ne te laissent pas rester immobile. Du point de vue des neurosciences, nous savons que le cerveau a tendance à chercher des environnements qui lui procurent de la sécurité. C'est pourquoi tu préfères être avec des personnes qui te flattent, qui ne te confrontent pas, qui te valident constamment. Mais il a également été prouvé que les plus grands bonds dans le développement personnel se produisent lorsque tu fais face à la résistance. Lorsque quelqu'un te force à repenser tes idées, à justifier tes décisions, à sortir de ce moule confortable qui te limite tant. Ces personnes fonctionnent comme des interrupteurs. Elles ne t'éteignent pas, elles te réveillent. La psychologie cognitive indique également que l'un des facteurs les plus déterminants pour la croissance individuelle est l'environnement social. Si ton cercle te demande peu, ton esprit s'adapte. Si ton cercle te demande plus, ton esprit s'élargit. Le problème est que nous confondons souvent l'amour avec le confort. Nous pensons que ceux qui nous aiment doivent nous protéger de tout, alors qu'en réalité, ceux qui t'aiment le plus sont ceux qui te forcent à te regarder avec honnêteté. Ceux qui ne te laissent pas stagner dans une version médiocre de toi-même. Alors choisis bien tes miroirs, cherche des personnes qui te défient, qui te disent la vérité même si ça fait mal, qui te signalent quand tu dévies du chemin. Il ne s'agit pas de t'entourer de juges, mais d'alliés dans ton processus. Des personnes qui avancent avec force et t'invitent à faire de même. Des personnes qui ne se contentent pas de ton potentiel inutilisé, qui ne te félicitent pas pour avoir survécu alors que tu sais que tu es fait pour plus. Les applaudissements sont doux, mais ils sont aussi des pièges. Ils peuvent gonfler ton ego au point de te rendre aveugle. Mais un bon miroir, même s'il fait mal, peut te rendre la vue et voir clairement qui tu es, ce que tu fais et où tu vas, vaut plus que n'importe quelle reconnaissance superficielle. Ne cherche plus les éloges, cherche la vérité, parce que c'est seulement à partir de là que tu pourras vraiment te transformer. 4. Saute, même si le sol n'est pas encore visible. Il y a des décisions dans la vie qui ressemblent à se tenir debout au bord d'une falaise, les yeux bandés. Tu sais que rester là te consume, que continuer à attendre ne change rien, mais sauter fait peur, parce que tu ne vois pas le sol, parce que tu ne sais pas si tu vas tomber, si tu vas voler ou si tu vas te briser. L'esprit te dit que ce n'est pas le moment,
qu'il manque de sécurité, que tu dois attendre d'avoir des garanties. Mais la vérité est que les garanties n'existent pas. Ceux qui changent leur vie ne sont pas ceux qui attendent des certitudes, mais ceux qui sautent avec l'âme tremblante, mais les yeux fixés sur quelque chose de plus grand que la peur. Il y a ceux qui passent des années à planifier, à analyser, à reporter, à justifier. Ils font des listes, dessinent des cartes, se préparent, mais ne franchissent jamais le pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout contrôler, parce qu'ils veulent avoir la certitude que tout ira bien avant de bouger. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Rien de significatif ne naît de la sécurité absolue. Ce qui transforme vraiment fait toujours mal, dérange, remue. Et à un moment donné, tu dois te lancer. Avec peur, oui. Avec des doutes aussi. Mais te lancer. Parce que si tu ne sautes pas, tu te flétris. La philosophie stoïcienne le rend clair. Tu ne peux pas contrôler le résultat, seulement ton action. Épictète le répétait constamment. Ce qui est entre tes mains n'est pas ce qui se passe, mais comment tu décides de répondre. Sauter n'est pas agir sans penser. C'est agir en sachant que la peur ne va pas disparaître, mais que tu peux avancer malgré elle. Parce que le contraire du courage n'est pas la peur. C'est la paralysie. C'est rester à un endroit qui ne te représente plus simplement parce qu'il est connu. Du point de vue des neurosciences, on sait que le cerveau est programmé pour éviter l'incertitude. Il associe l'incertitude au danger, à la menace. C'est pourquoi il est si vertigineux de changer de cap, de commencer quelque chose de nouveau, de quitter une zone qui est déjà familière. Mais nous savons aussi que lorsque tu t'exposes volontairement au risque, lorsque tu sors de cette zone de confort, le cerveau s'adapte, il crée de nouvelles routes, il se renforce, il change avec toi. Tu n'as pas besoin d'éliminer la peur, tu as besoin de bouger avec elle, de sauter avec elle sur l'épaule, et de comprendre que le saut, aussi inconfortable soit-il, est ce qui te transforme. La psychologie cognitive le confirme également. De nombreux blocages personnels reposent sur des croyances rigides, comme « je ne suis pas prêt »,« ce n'est pas le moment » ou « je vais sûrement échouer ». Mais ces croyances ne sont pas des vérités, ce sont des pensées automatiques que tu as répétées tellement de fois qu'elles sonnent déjà comme la réalité. Les remettre en question est la première étape. La deuxième est d'agir même si elles sont toujours là, parce que parfois, l'acte de te lancer est ce qui commence à démonter ces croyances limitantes. Tu n'as pas à attendre de te sentir complètement fort pour agir. Parfois, c'est le saut qui te rend fort. Il y a des gens qui attendent depuis des années le moment parfait, comme si à un moment donné, la peur allait s'éteindre toute seule. Mais la peur ne disparaît pas. Elle est affrontée. Et souvent, elle est traversée les yeux mi-clos et le cœur battant fort, mais avec la certitude que rester dans la même situation n'est plus une option. Sauter est un acte de foi, non pas envers l'extérieur, mais envers toi-même. C'est te dire, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que je ne peux pas rester où je suis. Alors saute, même si le corps tremble, même si l'esprit crie, même si tu ne vois pas le sol. Parce que tu peux tomber, oui, mais tu peux aussi apprendre à voler. Et si tu ne sautes jamais, tu ne le sauras jamais. 5. Brise la voix intérieure qui te retient. Il y a une voix qui vit en toi comme un geôlier invisible. Elle ne crie pas, mais elle parle toujours. Elle ne pousse pas, mais elle t'arrête. C'est cette voix qui murmure juste quand tu es sur le point d'essayer quelque chose de nouveau, qui se moque quand tu échoues, qui répète des phrases héritées de blessures anciennes. Tu n'es pas assez, tu ne vas pas y arriver, tu n'as pas ce qu'il faut. Peu importe combien tu avances, cette voix te poursuit. Et si tu ne fais rien, elle te retient avec des mots qui ne sonnent pas comme des menaces, mais qui te gardent enfermé dans la même version de toi-même. Le piège le plus dangereux est que cette voix sonne comme toi. Elle a ton ton, utilise tes souvenirs, se camoufle avec la logique et te convainc qu'elle prend soin de toi. Mais elle ne prend pas soin de toi, elle te limite. Elle ne te protège pas, elle te retient. C'est l'accumulation d'années d'écoute de critiques, d'échecs non traités, de jugements d'autrui qui sont restés dans ton esprit comme s'ils étaient vrais. Et le pire, c'est que souvent tu n'as plus besoin que les autres te détruisent. Tu le fais toi-même,
de l'intérieur, chaque fois que tu laisses cette voix prendre le contrôle. La philosophie stoïcienne le voyait clairement. Marc Aurèle parlait du pouvoir du jugement interne. Il disait que ce qui fait vraiment mal n'est pas ce qui se passe, mais comment tu décides de l'interpréter. Si tu te dis que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu répètes que tu es faible, ton corps le croira. Parce que les mots que tu utilises pour te parler construisent la réalité dans laquelle tu vis. Tu ne peux pas construire une vie forte si ton dialogue interne est pourri. Et c'est pourquoi le premier acte de rébellion est d'apprendre à remettre en question cette voix, à identifier quand elle parle, comment elle parle et d'où elle parle en toi. De la neuroscience, nous savons que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce qui se passe réellement. Chaque fois que tu répètes une idée négative sur toi, tu renforces des réseaux neuronaux qui te font sombrer davantage. Et nous savons aussi que tu peux reprogrammer ces voix, que tu peux commencer à créer de nouvelles connexions par la répétition consciente de pensées différentes, de phrases qui ne sont pas de simples consolations, mais des rappels de force, de vérité, de pouvoir. Il ne s'agit pas de feindre l'optimisme, mais d'utiliser ton langage interne comme un outil de changement, et non comme une arme contre toi. La psychologie cognitive explique que ce dialogue interne négatif est souvent automatique. Il apparaît sans que tu l'invites, parce qu'il est devenu une habitude. Mais elle enseigne aussi que tu peux l'interrompre, que tu peux apprendre à l'identifier, à lui répondre, à le remplacer. Pas avec des affirmations vides, mais avec des affirmations réelles, basées sur tes valeurs, sur tes actions, sur ce que tu sais que tu es en train de construire. Te parler avec respect n'est pas de la vanité, c'est une responsabilité. C'est comprendre que si tu n'es pas ton principal allié, personne d'autre ne le sera. Briser cette voix intérieure qui te retient n'est pas la faire taire d'un coup. C'est arrêter de lui croire. C'est apprendre à lui répondre avec des faits, avec des décisions, avec du courage. C'est lui montrer, jour après jour, qu'elle n'a plus le pouvoir d'avant, que c'est toi qui décides maintenant. Parce que ce que tu te dis quand tu es seul, en silence, dans tes moments les plus sombres, a plus d'impact que tout ce que le monde peut te dire. Et si cette voix continue à répéter des mensonges, ta tâche est de la remplacer par une vérité plus grande. Celle que tu es en train de changer, que tu mérites d'avancer, que ton histoire ne se termine pas à ton pire chapitre. Alors, la prochaine fois que cette voix réapparaît, ne lui réponds pas avec peur. Réponds-lui avec action, avec mouvement, avec la décision de ne pas te laisser gouverner par un reflet brisé de ton passé. Parce que ce n'est que lorsque tu apprends à maîtriser ce que tu te dis, que tu commences à maîtriser ce que tu fais. Et c'est là que commence ta véritable liberté. 6. Incendie ta zone de confort. Vivre dans la zone de confort, c'est comme habiter une maison construite sur des sables mouvants. Au début, elle semble sûre, chaleureuse, prévisible. Tout est à sa place. Il n'y a pas de surprise, pas de chaos. Mais avec le temps, cette stabilité devient une prison. La maison ne s'effondre pas d'un coup, mais elle s'enfonce peu à peu. Et toi, sans t'en rendre compte, tu t'enfonces avec elle. Chaque jour que tu décides de ne pas bouger, de ne pas te déranger, de ne pas te défier, tu enracines tes pieds dans un sol qui ne te soutiendra pas éternellement. Le confort n'est pas le problème. Le problème, c'est quand il t'empêche de grandir. Le cerveau humain est programmé pour chercher l'efficacité. Il veut des routines, il veut des modèles, il veut éviter l'énergie dépensée pour faire face à la nouveauté. C'est pourquoi rester là où tout est connu semble si bon. Mais ce bien-être est superficiel. Au fond, tu le sais. Tu sais que tu n'avances plus, que tu répètes les mêmes jours, les mêmes excuses, les mêmes habitudes qui ne te mènent nulle part. Et c'est là que le piège commence. Tu confonds sécurité et progrès. Mais ce n'est pas la même chose. La sécurité peut être une cage dorée. L'inconfort, en revanche, peut être le seuil de ta liberté. Les stoïciens parlaient de la nécessité de s'entraîner à l'inconfort. Sénèque pratiquait la vie avec moins que le nécessaire, même s'il pouvait tout avoir, juste pour se rappeler qu'il ne dépendait pas de ses commodités.
La maîtrise de soi ne se renforce pas quand tout est en ta faveur, mais quand tu apprends à te déplacer sur des terrains rugueux. Sortir de la zone de confort n'est pas une mode, c'est une nécessité si tu veux vraiment te transformer. Parce que personne ne se forge dans la tiédeur. Le caractère naît du frottement, de la tension, du feu. De la neuroscience, nous savons que la plasticité cérébrale dépend du changement. Quand tu répètes la même chose encore et encore, le cerveau passe en pilote automatique et cesse de se développer. Mais quand tu t'exposes à l'inconnu, même si c'est inconfortable, tu actives de nouveaux processus, tu génères un apprentissage réel, tu élargis tes capacités. Et cela ne nécessite pas de faire des choses extrêmes. Parfois, il suffit de rompre une routine, de parler à quelqu'un de différent, de faire face à une conversation difficile, de faire ce que tu as toujours remis à plus tard. L'important, c'est de bouger, parce que la stagnation est aussi un choix, même si elle semble passive. La psychologie cognitive enseigne que la peur du changement vient souvent de l'anticipation, pas de l'expérience réelle. C'est-à-dire, nous souffrons plus en imaginant ce qui pourrait mal se passer que par ce qui se passe réellement. Mais cette imagination négative n'est pas une prédiction, c'est une barrière. Et elle ne se brise qu'en agissant. Personne ne dépasse ses limites par la pensée. On les dépasse en les franchissant, un pas à la fois, même si le corps tremble. La zone de confort n'est pas abandonnée par désir, elle est abandonnée par action. Incendier ta zone de confort ne signifie pas détruire ta vie, cela signifie mettre le feu à ce qui ne te sert plus, aux habitudes qui te font stagner, aux excuses que tu utilises pour te justifier, à l'identité que tu as construite pour te sentir en sécurité, mais qui ne représente plus qui tu peux devenir. Le feu n'a pas à te consumer. Il peut être le début de quelque chose de plus fort, de plus réel, de plus à toi. Alors regarde ta vie avec une brutalité honnête. Qu'est-ce que tu tolères par peur du changement? Quelles parties de toi se sont endormies pour maintenir la stabilité? Qu'est-ce que tu arrêtes d'être juste pour ne pas prendre de risques? Parce que si tu n'allumes pas ce feu toi-même, la vie le fera pour toi. Et quand elle le fera, tu ne seras peut-être pas prêt. Il vaut mieux brûler avec un but que de s'éteindre lentement en silence. Alors allume l'étincelle, sors de cette maison enfoncée et commence à te construire à partir des flammes. 7. Aiguise ton focus comme une épée. Ton esprit est comme une épée. Il peut être puissant, tranchant, capable de te frayer un chemin au milieu du chaos, mais s'il est émoussé, il ne sert qu'à faire du bruit, pas à avancer. Une épée émoussée est lourde, maladroite et dangereuse, non seulement pour tes objectifs, mais aussi pour toi. Il en va de même pour ton attention. Si elle est dispersée, sans direction, occupée à tout et à rien en même temps, tu t'épuises sans avancer. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Elles vivent occupées, saturées, entourées de stimuli, mais n'accomplissent rien d'impactant car leur focus est émoussé. Le monde moderne est un champ de mines de distractions. Tout concourt pour ton attention. Notifications, réseaux sociaux, opinions d'autrui, comparaisons inutiles, nouvelles que tu ne peux pas contrôler. Chacune est comme un coup porté à cette épée interne que tu portes. Et si tu ne fais rien pour protéger ton focus, tu finis par être esclave de la superficialité. Tu vis en réagissant, sautant d'une chose à l'autre, épuisé mais vide, rempli d'informations insignifiantes, mais déconnecté de l'essentiel. C'est pourquoi le focus n'est pas un luxe, c'est une arme. Et c'est à toi de décider si tu la gardes aiguisée ou rouillée. La philosophie stoïcienne l'a déjà clairement exprimé. Sénèque parlait du gaspillage du temps comme du pire des crimes, non pas parce que le temps s'épuise, mais parce que nous le donnons sans réfléchir. Un stoïcien comprend que l'attention est la chose la plus précieuse qu'il possède, parce que ce sur quoi tu te concentres grandit. Si tu concentres ton énergie à te plaindre, la frustration grandira. Si tu te concentres sur la peur, la paralysie grandira. Mais si tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, sur ce que tu peux construire, ta vie commence à prendre forme avec chaque action que tu choisis intentionnellement.
Du point de vue des neurosciences, on sait que le cerveau a besoin de structure pour bien fonctionner. Il n'est pas fait pour des multitâches constantes, ni pour vivre avec 1000 fenêtres ouvertes. Chaque fois que tu sautes d'une tâche à une autre, tu perds en capacité de concentration, d'analyse profonde, de clarté. Et le plus grave, c'est que cette habitude de distraction constante détériore le cortex préfrontal, qui est la partie chargée de planifier, de prendre des décisions et de maintenir des objectifs à long terme. En d'autres termes, la dispersion ne fait pas que te retarder, elle t'affaiblit. La psychologie cognitive insiste sur le pouvoir de l'attention sélective, c'est-à-dire que ce que tu choisis de regarder détermine ce que tu ressens, ce que tu crois, ce que tu fais. Si tu t'entraînes à concentrer ton esprit sur ce qui compte, même au milieu du bruit, tu auras un avantage que peu de gens ont, la clarté. Et la clarté est une force. Elle te permet de dire non quand tu dois, de rester ferme quand tout autour de toi te pousse à dévier, de maintenir ton cap même quand il n'y a pas encore de résultat visible. Parce que celui qui aiguise son focus n'a pas besoin de motivation constante, il a une direction. Aiguiser ton focus est une pratique quotidienne. C'est décider de ce que tu laisses entrer dans ton esprit et de ce que tu n'y laisses pas. C'est filtrer les conversations, les pensées, les contenus, les décisions. C'est protéger ton énergie comme si c'était de l'or. Parce que c'est le cas. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de ne pas laisser le monde décider pour toi. Il s'agit d'apprendre à fermer des portes, à lâcher ce qui est inutile, à t'engager dans ce qui en vaut vraiment la peine. Et cela nécessite du caractère. Alors, regarde-toi avec honnêteté. À quoi accordes-tu ton attention ? Combien d'heures consacres-tu à des choses qui n'ajoutent rien, qui ne te transforment pas, qui ne font que te distraire ? Parce que la vie ne te quitte pas dans les grands échecs, elle te quitte dans les petites négligences quotidiennes. Alors, ne vis pas avec une épée émoussée, aiguise ton focus, tiens-le fermement et commence à couper tout ce qui t'éloigne de ce que tu es vraiment venu construire. 8. Nourris ton esprit comme s'il était sacré. Ton esprit est comme un jardin. Tu peux y semer des fleurs, des fruits, des racines solides ou laisser pousser des mauvaises herbes. Tu peux l'arroser avec des idées qui nourrissent ou la laisser se dessécher avec des pensées toxiques. Mais ce que tu sèmes grandit. Ce que tu répètes reste. Ce que tu consommes te façonne. Et si tu ne fais pas attention à ce qui entre, un jour tu te réveilles entouré de pensées qui ne sont pas les tiennes, piégé dans des croyances dont tu ne sais pas d'où elles viennent, rempli de bruit que tu n'as même pas choisi, mais qui dirigent déjà ta vie sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi tu dois traiter ton esprit comme quelque chose de sacré, car c'est l'espace où tout commence et tout finit. La plupart des gens nourrissent leur corps avec plus d'attention que leur esprit. Ils se soucient de ce qu'ils mangent, de leur apparence, de bien paraître, mais consomment des déchets mentaux sans y penser deux fois. Ils passent des heures à regarder du contenu qui les éteint, à écouter des conversations qui les plongent, à remplir leur esprit de nouvelles, de critiques, de comparaisons, de commérages, de distractions qui ne laissent que de l'anxiété. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent vides, pourquoi ils n'ont pas de clarté, pourquoi ils ne peuvent pas se concentrer, pourquoi ils vivent épuisés sans avoir fait quoi que ce soit de réel. La réponse est dans ce qu'ils ont semé en eux. Les stoïciens savaient que l'esprit devait être entraîné avec la même discipline que l'on entraîne un muscle. Pour eux, la lecture, la réflexion, le dialogue profond, l'observation de soi étaient des moyens de renforcer l'âme. Il ne s'agissait pas d'accumuler de l'information, mais de nourrir le jugement, la tempérance, la capacité de penser clairement lorsque le monde vacille. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, non pour publier, mais pour rester ferme, car il comprenait qu'un esprit non nourri devient un ennemi silencieux. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'un esprit faible ayant du pouvoir sur tes décisions. La neuroscience le confirme. Ce que tu consommes mentalement modifie ton cerveau.
Tes réseaux neuronaux s'adaptent à l'information que tu répètes. Si tu es entouré de drames, de pensées négatives, de stimuli superficiels, ton esprit devient chaotique, réactif, dispersé. Mais si tu t'exposes à des idées élevées, si tu entraînes ton attention, si tu étudies, si tu réfléchis, ton esprit se calme, se renforce, devient plus résistant. Et dans un monde plein de stimuli déchets, avoir un esprit ferme est un avantage brutal. La psychologie cognitive insiste également sur le pouvoir de la pensée dirigée. L'esprit n'est pas une boîte qui se remplit sans ordre. C'est un système qui s'entraîne. Et ce que tu penses aujourd'hui construit ce que tu ressens demain. Si chaque jour tu répètes que tu ne peux pas, que tu es fatigué, que rien ne sert, cela devient ta réalité émotionnelle. Mais si tu décides d'introduire des pensées plus conscientes, plus cohérentes, plus alignées avec ce que tu veux construire, tu commences à changer de l'intérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la structure. Nourrir ton esprit comme s'il était sacré, ce n'est pas t'enfermer dans des livres toute la journée. C'est prendre la responsabilité de ce que tu laisses entrer. C'est choisir ce que tu écoutes, avec qui tu parles, ce que tu consommes. C'est prendre soin de tes conversations, de tes pensées répétées, de tes habitudes mentales. C'est créer des espaces de silence pour penser, des moments d'étude pour grandir, du temps de réflexion pour t'aligner. C'est arrêter d'utiliser l'esprit comme une poubelle émotionnelle et commencer à l'utiliser comme le temple qu'il est. Alors observe-toi. Qu'est-ce que tu sèmes chaque jour dans ton esprit? Construis-tu un jardin fertile ou laisses-tu pousser des mauvaises herbes sans contrôle? Car la vie que tu vis à l'extérieur sera toujours le reflet de ce qui se trouve à l'intérieur. Et si tu veux de la clarté, de la concentration, de la force, tu dois commencer par là. Car ton esprit est ton territoire le plus sacré et ce que tu y cultives marquera tout le reste. Tout le monde veut des résultats, mais presque personne n'est vraiment prêt à changer. Nous voulons de la concentration, mais nous vivons distraits. Nous voulons de la discipline, mais nous restons esclaves des excuses. Et là est le problème. Ce n'est pas que tu ne peux pas te transformer, c'est que tu continues à attendre d'en avoir envie, d'attendre le moment parfait, de te sentir prêt, mais ce moment n'arrivera pas. Personne ne va te sauver. Personne ne va construire la version forte et disciplinée de toi. C'est à toi de le faire, et ça commence maintenant. La vie ne se transforme pas avec des désirs ou une motivation passagère. Elle se transforme avec des principes, avec des décisions quotidiennes que tu ne négocies pas. Et s'il y a une philosophie qui peut forger ce genre de caractère, c'est le stoïcisme. Non pas parce qu'il a des formules magiques, mais parce qu'il te confronte à toi-même. Parce qu'il t'apprend à regarder le chaos en face, sans cligner des yeux et à continuer d'avancer. Ce n'est pas une vidéo pour t'inspirer quelques minutes. C'est une invitation à rompre avec ta version faible, à arrêter de mendier de la force et à commencer à la construire. Nous allons parcourir 9 principes stoïciens qui ne sont pas de belles théories, mais des outils bruts pour que tu commences à te discipliner dès aujourd'hui. Non pas pour impressionner quelqu'un, mais pour te respecter toi-même. Si tu en as assez de repousser ta transformation, reste. Ceci est le début de ton véritable changement. 1. Réveille-toi avant le monde. Commence ta journée avant que la distraction ne se lève avec toi. Gagne la bataille contre la paresse avec le premier acte de la journée. Te lever sans négocier avec toi-même. L'autodiscipline commence à l'aube. Et non, il ne s'agit pas seulement de se lever tôt. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Maîtriser ta volonté avant que le monde ne commence à te crier ce que tu dois faire. C'est mettre ta décision au-dessus de ton confort. C'est transformer ce moment, l'instant précis où l'alarme sonne, en ton premier acte de liberté. Parce que c'est là que se définit le reste de la journée. Si tu repousses le réveil, tu repousses ton caractère. Marc Aurèle le comprenait parfaitement. Il se demandait: es-tu né pour être à l'aise ou pour faire ce que tu es venu faire? Se réveiller avant le monde, c'est exactement cela. Te rappeler chaque matin que tu es venu agir, pas dormir. Tu es venu grandir, pas répéter des routines médiocres.
Tu es venu prendre le contrôle, pas être un spectateur passif de ta propre vie. Cette heure où tout le monde dort n'est pas un sacrifice, c'est un privilège. C'est l'espace où personne n'interfère. Il n'y a pas de bruit, pas de réseau, pas d'excuses. Il n'y a que toi, ton intention et ta discipline. Et si tu profites de ce calme pour commencer la journée avec clarté, force et concentration, alors tout change. Tu ne cours plus après le temps, tu l'utilises à ton avantage. La plupart se lèvent avec le jour sur eux. Ils courent, improvisent, réagissent. Pas toi. Tu choisis de prendre de l'avance. Parce que tu comprends que celui qui anticipe domine, celui qui agit en premier mène. Et ce n'est pas une philosophie de motivation, c'est une décision pratique. Si tu le fais tous les jours, tu construis un type de mentalité qui ne se rend pas facilement, qui sait que le respect de soi se cultive dans les détails que personne ne voit. Il y aura des jours où tout en toi voudra continuer à dormir. Et c'est précisément là que se forme le muscle de l'autodiscipline. Pas dans les jours faciles, mais dans les jours difficiles. Chaque fois que tu surmontes cette première résistance, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu te lèves sans envie, tu gagnes quelque chose de plus précieux que des heures. Tu gagnes le contrôle de toi-même. Tu ne te lèves pas avant le monde pour avoir plus de temps. Tu te lèves pour te rappeler qui commande. Et si tu commences la journée en commandant, tout le reste, l'entraînement, le travail, les décisions, coulent avec plus de direction. Parce que tu as déjà pris la décision la plus difficile. Bouger quand personne ne t'y oblige. Fais de ce moment ton rituel. Fais-le sacré. Tu n'as pas besoin de crier au monde que tu te lèves tôt. Tu as juste besoin de te prouver que tu es engagé envers qui tu veux être. Et cela, même si cela semble petit, est le premier pas pour te transformer de l'intérieur. Réveille-toi avant le monde, pas par mode, pas pour la productivité. Fais-le pour toi, parce que c'est là que commence ta véritable liberté. 2. Fais d'abord ce que tu désires le moins faire. Ce que tu évites le plus est souvent ce que tu as le plus besoin d'affronter. Choisis de commencer ta journée avec ce qui te génère le plus de résistance interne. Transformer l'inconfort en habitude forge le caractère. Et c'est l'une des vérités les plus dures à accepter. Ce que tu ne veux pas faire est exactement ce dont tu as le plus besoin. Nous portons tous une liste de tâches, de décisions ou de conversations que nous repoussons comme si le temps allait les résoudre de lui-même. Mais l'évasion ne fait qu'aggraver le problème et te rend plus faible. Commence la journée en attaquant ce que tu détestes le plus, ce qui te dérange, ce que tu remets à plus tard, ce que ton esprit essaie de justifier pour ne pas faire. Car dans cette résistance se trouve une opportunité. Les stoïciens le savaient. L'obstacle est le chemin. Pas ce qui contourne le problème, pas ce qui est plus facile, mais juste ce qui fait le plus mal, ce qui pèse, ce qui dérange. C'est là que se forge le tempérament. Pense à la quantité d'énergie dépensée à éviter, à planifier comment ne pas faire quelque chose, à justifier pourquoi tu peux le remettre à plus tard. Tu pourrais utiliser cette énergie pour résoudre, pour agir, pour clore des cycles qui te privent de pouvoir mental. Quand tu fais d'abord ce qui te dérange le plus, tu te libères. Tu prends le contrôle de la journée. Tout le reste devient plus facile, plus léger, parce que tu as déjà traversé l'enfer tôt. Fais-le sans rituel, sans besoin de motivation, sans chercher le plaisir. Fais-le simplement. C'est l'essence de l'autodiscipline, agir sans avoir besoin d'en avoir envie. Au début, ce sera brutal. Tu auras 1000 excuses en tête, tu voudras faire n'importe quoi d'autre. Mais si tu t'entraînes à choisir le chemin difficile volontairement, il sera de plus en plus facile de résister à la tentation de fuir. Et quand tu choisis l'inconfort chaque matin, tu cultives un état d'esprit qui ne se brise pas face à l'effort. Tu dis « Je ne me cache pas ». J'affronte. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de remplir une tâche, il s'agit de ce que tu construis en toi. Chaque action inconfortable faite volontairement est une brique de plus dans l'édifice de ton caractère. Les grands ne sont pas ceux qui font plus de choses, ce sont ceux qui font ce que les autres évitent, ce que personne ne veut faire, ce qui dérange, ce qui exige plus. Et si tu commences à vivre selon ce critère, tout change.
Tu n'agis plus en fonction de tes émotions, mais en fonction de tes principes. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un t'applaudisse pour cela, parce que celui qui fait le plus difficile en premier ne le fait pas pour la reconnaissance. Il le fait parce qu'il comprend que cela le renforce, que c'est ce qui le distingue de la moyenne, que c'est ce qui le transforme, même si le monde ne le voit pas. Fais d'abord ce que tu désires le moins faire, et tu verras comment le jour, ton esprit et ta vie entière commencent à changer. Parce que celui qui affronte ce qu'il évite devient quelqu'un qui ne craint plus l'effort. Et quand tu ne crains plus l'effort, rien ne peut t'arrêter. 3. Arrête de justifier tes erreurs. Les excuses sont les briques avec lesquelles tu construis ta médiocrité. L'autodiscipline grandit lorsque tu arrêtes de protéger tes échecs avec des mots doux et que tu les affrontes avec une brutalité honnête. Justifier tes erreurs ne te rend pas plus compréhensif envers toi-même. Cela te transforme en quelqu'un qui se trompe pour ne pas changer. Car derrière chaque excuse se cache une opportunité perdue. Et le pire, c'est que les excuses ne sonnent pas toujours faibles. Souvent, elles sont convaincantes, logiques, voire réconfortantes. Mais elles restent une façon d'éviter ta responsabilité. Chaque fois que tu choisis de te justifier plutôt que de te corriger, tu entraînes ton esprit à abandonner sans combattre. Tu nourris une identité fragile qui préfère protéger l'ego plutôt que de grandir. Et cette identité devient une prison. Une où tout semble aller bien de l'extérieur, mais à l'intérieur, tu sais que tu pourrais faire plus. Tu as l'impression de te trahir. Les stoïciens étaient radicaux à ce sujet. Épictète le disait sans détour. N'explique pas ton comportement. Fais-le correctement. Ils ne perdaient pas de temps à chercher des coupables, des excuses ou du réconfort. Ils assumaient tout, même ce qui n'était pas directement sous leur contrôle, car ils comprenaient que c'est la seule façon d'être libre, en cessant de dépendre des explications pour justifier l'inaction. Et oui, nous faisons tous des erreurs, nous échouons, nous nous trompons, mais la différence réside dans ce que tu fais ensuite. Te justifies-tu? Blâmes-tu l'environnement? Te convaincs-tu que ce n'était pas si important? Ou fais-tu un pas en arrière? Acceptes-tu ta responsabilité sans fioriture et décides-tu de faire mieux? Car ce moment définit si tu restes la même personne ou si tu es en train de te transformer. L'autodiscipline commence quand tu arrêtes d'adoucir tes échecs. Quand tu peux te regarder dans le miroir et dire « J'ai échoué, je n'ai pas fait ce que je devais faire » et il n'y a aucune excuse qui puisse le réparer. Cette brutalité envers toi-même n'est pas de la cruauté, c'est du respect, c'est de la maturité, c'est comprendre que la véritable croissance n'arrive que lorsque tu arrêtes de protéger tes erreurs et commences à les détruire. Te justifier te donne une paix temporaire, mais te vole aussi ton pouvoir. Car plus tu te justifies, moins tu assumes le contrôle. Et sans contrôle, il n'y a pas de changement. En revanche, lorsque tu affrontes la vérité, lorsque tu laisses tomber le masque et acceptes que c'était toi, sans fioriture, sans culpabilité, mais avec une responsabilité totale, tu récupères le pouvoir d'agir. Chaque excuse est une pierre sur le chemin que tu as toi-même posé. Chaque fois que tu dis « c'est que je n'avais pas le temps, je ne me sentais pas bien, ce n'était pas ma faute », tu choisis de rester le même. Mais si tu prends ces moments et au lieu de te justifier, tu choisis d'apprendre, d'ajuster et de continuer avec plus de force, alors tu forges la discipline. Tu construis quelque chose de réel. Tu n'as pas besoin d'explications pour te sentir mieux. Tu as besoin d'action pour être meilleur, car à la fin de la journée, personne ne se transforme en ayant de bonnes excuses. Se transforme celui qui décide de regarder ses erreurs en face, sans trembler, et de faire ce qui est nécessaire pour ne pas les répéter. Alors, lâche-les, lâche les excuses. Brûle l'habitude de te justifier. Chaque fois que tu échoues, respire profondément, assume tout, et continue avec plus de détermination. Car lorsque tu arrêtes de te justifier, tu deviens invincible. Personne ne peut vaincre quelqu'un qui assume tout et continue d'avancer. 4. Sois ton propre maître et ton propre juge. N'attends pas que quelqu'un te surveille. Apprends à te corriger en silence et à t'exiger avec fermeté.
L'autodiscipliné est son propre entraîneur, son propre examinateur et son meilleur allié. La plupart des gens ont besoin de quelqu'un derrière eux pour rendre des comptes. Un patron, un entraîneur, un ami, une figure extérieure qui leur dit quoi faire et quand le faire. Mais si tu dépends de quelqu'un d'autre pour bouger, pour t'améliorer, pour avancer, tu n'es pas libre, tu es dirigé. Et tant que tu as besoin de quelqu'un pour te surveiller, pour donner ton maximum, alors ton maximum n'est pas à toi, il est emprunté. La véritable autodiscipline naît lorsque tu deviens ton propre maître. Lorsque tu te fixes le rythme, tu te corriges quand tu échoues et tu t'exiges comme si quelqu'un d'autre t'évaluait, même si personne ne regarde. Parce que tu comprends que tu ne vis pas pour impressionner les autres, mais pour te construire. Le stoïcisme t'entraîne précisément à cela. Être indépendant dans ton jugement, ferme dans ton évaluation et juste dans ton exigence. Épictète enseignait que nous ne devons pas dépendre des applaudissements ni de l'approbation externe, que ton progrès doit être silencieux, mais imparable. Et pour cela, tu as besoin d'une voix intérieure qui ne te laisse pas tomber dans la médiocrité, une voix qui te dit la vérité, même si elle fait mal. Être ton propre maître, ce n'est pas être indulgent avec toi-même, ce n'est pas non plus te maltraiter. C'est savoir quand tu as besoin de patience et quand tu as besoin de pression. C'est avoir la clarté pour savoir quand tu es paresseux, quand tu abandonnes trop tôt et quand tu utilises simplement des excuses pour ne pas donner ton maximum. Et être ton propre juge signifie que tu peux te regarder avec honnêteté, pas avec culpabilité, mais avec objectivité. Tu peux revoir ton comportement, tes résultats, tes décisions et te dire fermement « ce n'est pas bien, je peux faire mieux et je vais faire mieux ». Parce que tu n'as pas besoin que quelqu'un te crie de l'extérieur si tu te parles déjà avec force de l'intérieur. Les personnes les plus fortes que tu rencontreras ne sont pas celles qui semblent sûres d'elles devant tout le monde, mais celles qui ont des conversations intenses avec elles-mêmes quand personne ne les voit. Ce sont celles qui corrigent leur trajectoire en silence, celles qui ne s'applaudissent pas trop quand elles réussissent, ni ne se déprécient quand elles échouent. Elles ajustent, simplement. Elles continuent. Elles apprennent. Elles s'évaluent. Elles s'éduquent. Quand tu deviens ton propre maître et ton propre juge, tu cesses d'être une marionnette de l'environnement. Tu deviens stable, autonome, capable d'avancer même quand personne ne t'encourage, ne te récompense, ne te reconnaît. Parce que tu le fais pour toi. Parce que ton standard ne dépend plus de personne d'autre. Et cela, dans ce monde plein de validation externe, est un super pouvoir. Tu veux vraiment avancer? Commence à te rendre des comptes à toi-même. Tu as échoué? Corrige. Tu es bloqué? Analyse pourquoi. Tu donnes moins que ce que tu sais que tu peux donner? Exige-toi et fais-le sans haine, sans culpabilité, sans drame. Fais-le avec respect de toi-même, parce que tu t'entraînes à être quelqu'un de plus fort, de plus ferme, de plus libre. Personne ne viendra te corriger la posture. Personne ne te dira que tu gaspilles ton potentiel. C'est à toi de le faire. Et quand tu l'assumes, tu n'as plus besoin de supervision externe. Tu deviens quelqu'un qui s'observe, se dirige et se respecte. C'est le véritable autodiscipliné. 5. Apprends à agir sans envie. Ne pas se sentir motivé n'est pas une excuse pour ne pas agir. L'autodiscipline n'attend pas les émotions, elle agit malgré elles. Fais ce qui est juste même quand ton corps et ton esprit disent non. Si tu ne bouges que lorsque tu te sens énergique, tu es coincé. Si ton action dépend de ton humeur, alors tu n'es pas libre. Tu es esclave de ce que tu ressens. Et ce que tu ressens n'est pas toujours fiable. L'esprit te ment, le corps te trompe, l'émotion fluctue. Si tu attends d'avoir envie, tu vas rester bloqué plus longtemps que tu ne peux te le permettre. Les stoïciens n'agissaient pas à partir de l'émotion. Ils agissaient à partir du devoir. Depuis le début. Depuis ce qu'ils savaient être juste, même s'ils n'en avaient pas envie. Marc Aurèle, à la tête d'un empire et avec une vie pleine de lourdes responsabilités, le disait clairement « Fais ce que tu dois faire, le reste n'a pas d'importance. » Parce qu'il savait qu'attendre de se sentir motivé est un piège. Ce qui importe n'est pas comment tu te sens,
mais ce que tu décides de faire malgré cela. Et c'est là le pouvoir d'agir sans envie. Tu construis un muscle invisible. Chaque fois que tu fais ce qui est juste sans avoir d'énergie, tu renforces ton identité. Tu te prouves que tu es le maître, que tu décides. Peu importe si tu es fatigué, frustré, découragé, tu choisis de respecter ce que tu as dit que tu ferais. C'est ça la discipline. Non pas l'effort spectaculaire d'un jour motivé, mais la décision ferme de rester constant quand il n'y a pas d'étincelle, pas d'émotion, pas d'envie. Parce que le vrai changement n'arrive pas quand tout va bien, mais quand tu restes ferme au milieu du découragement. Le problème est que nous avons romantisé la motivation. Nous croyons que nous avons besoin d'être inspirés pour faire quelque chose d'important. Mais la vérité est que le plus transformateur se fait souvent sans émotion. Tu fais de l'exercice sans envie. Tu étudies sans envie. Tu prends des décisions difficiles sans envie. Et là, juste là, se construit la vraie force. Chaque fois que tu te lèves quand tu n'en as pas envie, tu entraînes ton caractère. Chaque fois que tu travailles sans inspiration, tu deviens plus stable. Chaque fois que tu choisis d'agir, quand tout en toi veut repousser, tu te rapproches de ta meilleure version. Et non pas pour le résultat immédiat, mais pour le respect que cela génère en toi. Tu n'as pas besoin d'attendre que ton corps se sente prêt. Tu apprends à ton corps qu'il va bouger de toute façon. Tu n'as pas besoin que ton esprit soit en paix. Tu apprends à ton esprit qu'il n'a pas le contrôle total. Parce que celui qui agit sans envie est quelqu'un qui a compris le principe fondamental de l'autodiscipline. L'émotion ne décide pas, tu décides. Et tu ne vas pas toujours le faire parfaitement. Il y aura des jours où tu échoueras. Mais si au lieu de te rendre, tu te relèves simplement et continues à agir, même fatigué, avec des doutes, avec de l'inconfort, alors tu deviens inébranlable. Tu t'entraînes à vivre au-delà du caprice émotionnel. Fais-le sans envie, fais-le sans éclat. Fais-le avec le poids sur toi, mais fais-le, parce que chaque action que tu exécutes à partir de la volonté et non de l'émotion est une victoire silencieuse. Et ces victoires accumulées te rendent invincible. 6. Développe une routine comme si ta vie en dépendait. Les habitudes ne sont pas optionnelles pour ceux qui veulent se transformer. Crée une routine solide, structurée et claire. La discipline naît lorsque tes jours ont un ordre et tes actions, un modèle. La plupart des gens vivent en improvisant. Ils se réveillent sans but, agissent sans direction, se laissent emporter par ce qu'il faut faire ou par ce que les autres imposent. On ne construit rien de solide de cette façon. Car celui qui n'a pas une routine claire est l'esclave du chaos. Et là où il y a un chaos constant, il n'y a pas de progrès réel, seulement de la fatigue et du désordre déguisé en activité. Si tu veux changer, tu as besoin de structure. Pas une prison, mais une colonne vertébrale pour ta vie. Une routine solide qui donne le rythme, qui te rappelle ce qui compte, qui te protège du bruit extérieur et du sabotage intérieur. Parce que les jours ne se gagnent pas par inspiration, ils se gagnent par répétition, par consistance, par ordre. Les stoïciens le savaient bien. Ils n'étaient pas rigides, mais ils étaient précis. Ils savaient que si tu voulais rester solide dans un monde instable, tu avais besoin d'un système interne. Marc Aurèle écrivait tous les jours, révisait ses principes, s'évaluait. Parce qu'il comprenait que le caractère ne se forme pas dans des moments aléatoires, mais dans des modèles constants, dans des habitudes intentionnelles. Ta routine est ton bouclier, c'est ton champ d'entraînement quotidien. Il ne s'agit pas seulement de faire beaucoup de choses, mais de faire les bonnes choses, tous les jours, jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de toi. Et cela ne se produit pas avec de la motivation, cela se produit avec de l'intention. Concevoir une routine claire n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour celui qui veut vraiment se dominer. Commence simplement, mais fermement. Définis tes heures clés. Décide ce que tu feras en premier chaque matin, comment tu distribueras ton énergie, quand tu t'entraîneras, quand tu étudieras, quand tu te déconnecteras. Et ensuite, respecte-le. Non pas parce que tu te sens obligé, mais parce que tu comprends que cette structure est celle qui te soutient lorsque tout le reste vacille. Une bonne routine ne dépend pas de ce que tu ressens.
Elle dépend de ce que tu as décidé d'être, parce que tu n'es pas tes émotions, tu es tes décisions répétées. Tu es ce que tu fais tous les jours, pas ce dont tu rêves quand tu es inspiré. La routine te tire vers l'avant même quand tu ne veux pas bouger, et c'est ce qui la rend puissante. Il y aura des jours où tout en toi voudra briser cette structure, où tu voudras dormir plus, tout remettre à plus tard, improviser. C'est justement là que tu dois rester. Parce que la routine ne fait pas que organiser ta journée, elle renforce ton caractère. Elle te rappelle que tu es le maître, qu'il y a un plan, que tu n'es pas à la dérive, et elle n'a pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin de la remplir de tâches irréalistes. Tu as juste besoin qu'elle soit claire, stable, cohérente avec tes valeurs. Une routine simple et bien exécutée vaut 1000 fois plus qu'un horaire chaotique rempli de choses que tu ne fais jamais. Développe une routine comme si ta vie en dépendait, parce qu'en réalité, c'est le cas. Il s'agit de construire un système qui te maintient solide, centré et en mouvement, sans dépendre du monde, sans dépendre de l'humeur, sans dépendre de personne. La routine ne t'enferme pas, elle te libère. Parce que plus ta structure est claire, plus tu as de liberté pour agir avec force. Et quand la force devient une habitude, tu n'as plus besoin de te pousser, tu as juste besoin de te maintenir. Et cela, dans un monde distrait, te rend imbattable. 7. Garde ta parole même dans les petites choses. Chaque promesse brisée, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, affaiblit ton caractère. Respecte toujours ta parole, même lorsqu'il n'y a pas de conséquences visibles. Ton intégrité n'a pas de jour de congé. La plupart des gens pensent que l'échec dans les petites choses n'a pas d'importance, qu'une promesse non tenue sur un détail n'a pas de poids. Mais c'est faux. Chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas, même si personne ne le remarque, ton esprit l'enregistre. Et le plus dangereux n'est pas ce que le monde pense de toi, c'est ce que tu commences à penser de toi-même. Ta parole est ton contrat avec toi-même, pas avec les autres, avec toi. Quand tu dis « demain je m'entraîne » et que tu ne le fais pas, tu apprends à ton esprit que ta parole n'a pas de valeur, que tu peux te mentir à toi-même et que ce n'est pas grave. Mais c'est grave, parce que cette petite fracture répétée érode ta confiance en toi, et sans confiance en toi, il n'y a pas de discipline possible. Les stoïciens parlaient beaucoup de vertu, que la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais est l'un des piliers d'une vie solide, parce que celui qui est incohérent vit divisé. Il dit une chose, en fait une autre, s'excuse, se trahit. Et cette division interne te rend faible, te rend vulnérable, te transforme en quelqu'un qui ne croit même plus en lui-même. C'est pourquoi les petites choses comptent, beaucoup. Parce que c'est dans les petites choses que le respect de soi est formé. Si tu dis que tu te lèveras à une certaine heure, lève-toi. Si tu as dit que tu ne regarderais plus ton téléphone avant d'avoir terminé, respecte-le. Si tu as promis quelque chose à une autre personne, aussi minime soit-elle, fais-le. Non pas parce qu'il est grave d'échouer, mais parce que tu n'es pas de ceux qui échouent. Garder ta parole, c'est garder ton identité. Parce que chaque acte accompli renforce l'idée que tu es quelqu'un de fiable, discipliné, solide. Quelqu'un qui n'a pas besoin de surveillance externe pour respecter ses engagements, parce qu'il se respecte trop pour se mentir à lui-même. Et ce respect ne se construit pas avec de grands actes héroïques, il se construit dans le quotidien, dans les petites choses, dans ce que personne ne voit. Il y a des gens qui ne respectent leurs engagements que lorsqu'ils savent qu'ils seront observés, seulement lorsqu'il y a des conséquences sociales ou professionnelles. Mais l'autodiscipliné n'a pas besoin de cela. Il fait ce qu'il a dit qu'il ferait même quand personne ne regarde, parce qu'il comprend que chaque engagement respecté est une brique de plus dans la construction de son caractère. Et quand tu tiens ta parole dans les petites choses, tu te prépares aussi pour les grandes. Parce que celui qui échoue dans les petites choses, échouera dans les choses critiques. Mais celui qui est fidèle dans les choses de base aura la force de soutenir les choses les plus difficiles. L'intégrité ne s'active pas seulement dans les grandes décisions. Elle se forme tous les jours, avec chaque promesse que tu fais, même à toi-même,
Alors arrête de minimiser l'importance des petites choses, parce que c'est dans les petites choses que tu testes si ta parole a de la valeur. Tu l'as dit? Fais-le. Tu te l'es promis? Respecte-le. Tu t'es trompé hier? Bien. Mais aujourd'hui, sois à nouveau ferme. Parce qu'il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être cohérent. Ta parole est ta base. Si tu ne peux pas avoir confiance en elle, qui le pourra? Garde ta parole, toujours. Même s'il n'y a pas d'applaudissements, même si personne ne le remarque, même si cela semble insignifiant. Parce que ce petit acte, répété, est ce qui forge quelqu'un de véritablement discipliné. 8. Établis tes propres règles et respecte-les. Ne vis pas sous des règles étrangères. Écris ton propre code et suis-le rigoureusement. L'autodiscipline naît de l'existence de normes internes que tu respectes plus que toute loi externe. Il y a des gens qui n'agissent bien que lorsque quelqu'un d'autre les observe, qui ne font des efforts que lorsque quelqu'un impose la norme, qui ne respectent que lorsqu'ils ressentent la pression de l'extérieur. Mais ce type de discipline n'est pas réel, il est fragile. Il se brise dès que la surveillance disparaît. Parce que ce qui est imposé de l'extérieur ne dure que tant que quelqu'un le soutient. La véritable force naît lorsque tu décides de tes règles, lorsque tu deviens toi-même la loi, lorsque sans que personne ne t'exige, tu choisis d'agir selon une norme propre. Non pas parce que quelqu'un te punira si tu échoues, mais parce que tu sais qui tu veux être. Et ce type d'autodiscipline ne s'achète pas, ne se transmet pas, ne s'imite pas. Elle se construit de l'intérieur. Les stoïciens vivaient selon un principe clair. Ce qui compte n'est pas ce que le monde exige de toi, mais ce que tu exiges de toi-même. Sénèque disait, la plus grande liberté est d'obéir à soi-même, mais pas par caprice, mais par engagement. À partir d'un code interne solide, inébranlable, qui définit comment tu agis, comment tu penses, comment tu réponds même lorsque personne d'autre ne regarde. Écris tes règles, décide clairement quel comportement tu ne tolères pas en toi, quelles habitudes tu vas pratiquer sans faute, quelles lignes tu ne vas pas franchir. Et ensuite, respecte-les avec le même sérieux avec lequel tu respecterais une promesse sacrée, parce que c'est ce qu'elles sont, des promesses envers toi-même. Et si tu ne les respectes pas, personne d'autre ne le fera. Il se peut que le monde soit flexible. Il se peut que la culture actuelle te dise que ce n'est pas grave si tu échoues un peu. Mais tu ne vis pas pour plaire au monde. Tu vis pour devenir quelqu'un de fort. Et les forts se gouvernent par leurs propres règles, non pas par les modes, non pas par les tendances, non pas par des excuses socialement acceptées. Et il ne s'agit pas d'être rigide ou fanatique, il s'agit d'avoir une direction, une boussole interne, quelque chose qui te soutient lorsque la vie devient difficile, lorsque l'environnement devient confus, lorsque tes émotions veulent te déstabiliser. Parce que si tu n'as pas tes propres règles, tu finiras par obéir à celles de n'importe qui. Et c'est le chemin le plus direct vers la médiocrité. Tes règles sont ton bouclier, elles sont ton guide. Elles te disent quoi faire quand tu ne sais pas quoi ressentir. Elles te rappellent qui tu es quand tout autour veut te distraire. Et chaque fois que tu les respectes, tu te renforces. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que d'agir selon ta volonté, selon ton propre code. Et oui, ça va être difficile. Il y aura des jours où briser tes propres règles semblera plus facile, mais c'est justement là que tu montres qui commande. Si tu décides que tu ne vas pas manquer ton entraînement, alors tu ne le manques pas. Si tu décides que tu ne vas pas utiliser d'excuses, alors tu ne les utilises pas. Peu importe si c'est inconfortable, si c'est solitaire, si personne ne te comprend. Tu le fais parce que tu l'as décidé. Établis tes règles, écris-les. Mémorise-les, respecte-les, parce que chacune d'elles est un pilier dans la construction de ton identité. Et chaque fois que tu les respectes, même en silence, tu démontres que tu es quelqu'un qui se prend au sérieux, qui n'attend pas que la vie le discipline, parce qu'il a déjà appris à se discipliner seul. 9. Fais-le de la même manière, même si personne ne le remarque. Ta vie n'a pas besoin d'applaudissements. Ce qui est juste n'est pas fait pour être vu, mais parce que c'est juste.
Ta autodiscipline sera plus forte lorsque tu agiras de la même manière, avec ou sans public. Nous vivons à une époque où tout semble n'avoir de valeur que si quelqu'un le voit. S'il n'y a pas de caméra, s'il n'y a pas d'histoire sur les réseaux sociaux, s'il n'y a pas de témoins, il semble que cela ne compte pas. Mais cette pensée est un piège, car si tu as besoin de validation pour agir, alors tu ne construis pas de caractère, tu cherches l'approbation. Et cette dépendance est l'ennemi de l'autodiscipline. La véritable force se forme dans l'ombre, dans les actes que tu fais sans que personne ne les reconnaisse, dans ces petites décisions que personne ne célèbre, mais que tu sais importantes. Car c'est là que ton intégrité est mesurée. Agis-tu avec excellence seulement lorsque tu es observé ou maintiens-tu ton standard même dans l'anonymat? Les stoïciens enseignaient à vivre selon la vertu, non selon l'opinion publique. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les autres te voient bien agir, agis bien à tout moment. » Car ce qui définit qui tu es, ce n'est pas comment tu te comportes quand on te regarde, mais comment tu vis quand il n'y a pas d'applaudissements, ni de récompense, ni Dieu sur toi. Fais ce qui est juste même s'il n'y a pas de reconnaissance. Sois à l'heure même si personne ne le remarque. Tiens ta parole même si personne ne l'exige. Entraîne-toi, travaille, améliore-toi, même si personne ne te félicite. Car tu ne le fais pas pour construire une image. Tu le fais parce que c'est ce que tu es. Parce que tu sais que le véritable respect ne vient pas de l'extérieur, il vient de toi. Et tu sais quand tu es cohérent et quand tu ne l'es pas. Quand ta discipline dépend du public, tu deviens faible, instable. Tu ne donnes le meilleur de toi-même que s'il y a des yeux posés sur toi. Mais quand tu agis de la même manière, avec ou sans témoin, tu deviens inarrêtable, car ton élan ne vient plus de l'extérieur. Il vient de tes principes. Il vient d'un engagement interne qui n'a pas besoin de lumière ni de scène. Pense à ceci. Les moments les plus importants de ta transformation se produiront probablement lorsque tu seras seul, en silence. Les jours où personne n'applaudit, personne ne reconnaît ton effort, personne ne te remercie. Mais tu le feras quand même, parce que ton intention n'est pas d'impressionner, c'est de te construire. Le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu fais pour que cela ait de la valeur. La vraie discipline ne crie pas, ne se vante pas, ne cherche pas l'approbation. La vraie discipline est silencieuse mais ferme. Elle n'a pas besoin de témoins car son seul juge est la conscience. Et si tu peux vivre avec la conscience tranquille, alors tu es déjà en train de gagner. Fais-le de la même manière, même si personne ne le remarque. Car quand tu fais ce qui est juste seulement quand on te voit, tu agis pour les autres. Mais quand tu le fais en silence, quand tu choisis l'effort sans chercher de récompense, tu te prouves à toi-même que tu n'as plus besoin d'être poussé, que tu te pousses toi-même. Et c'est le sommet de l'autodiscipline. Agir par conviction, par respect, par intégrité, parce que tu sais que chaque petit acte, bien qu'invisible, sculpte ton caractère. Il affirme qui tu es et qui tu es prêt à être. Alors arrête d'attendre la reconnaissance. Fais-le de la même manière, même si personne ne le remarque, car les véritables applaudissements sont de pouvoir te regarder dans le miroir avec fierté, sachant que tu tiens ta parole, même quand personne d'autre ne regarde.